Jeudi 19 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, la construction du barrage et de l'usine hydroélectrique de Ran Mafan, située dans le district d'Akazbe, a officiellement démarré aujourd'hui. Cette centrale d'une puissance de 64 MW permettra de satisfaire 25% des besoins en électricité de la capitale. Le président Andry Rajoelina a souligné que ce projet majeur constitue une solution durable au problème d'approvisionnement en électricité pour Antananarivo et permettra de réduire les coûts pour la Jirama. Le groupe chinois Sinohydro Power China a été sélectionné pour mener à bien ce chantier dans la durée estimée est de 3 ans et demi. Reportage signé Josikel Rangenerin et Indora Zanjaïpe. Une des plus grandes centrales hydroélectriques de l'île verra le jour à Ran Mafan, à Akazbe. D'une puissance de 64 MW, elle produira annuellement jusqu'à 300 GWh d'électricité. L'électricité produite sera acheminée par ligne de haute tension vers Apantukan, puis intégrée au réseau interconnecté d'Antananarivo. Une fois injectée dans le RIA, cette énergie couvrira 25% des besoins de la capitale. Cela permettra à la Jirama de réduire sa consommation de carburant de 70 millions de litres par an, entraînant une diminution substantielle des pertes financières liées à la production d'électricité actuellement vendue à un prix inférieur à son coût de production. En effet, actuellement, le coût de production d'une kilowattheure est de 1200 ariars s'il est vendu à 764 ariars. D'ici 3 ans et demi, à la fin des travaux, la production hydroélectrique totale installée durant le mandat du président Andry Rajoelina atteindra 126 MW. Madagascar accélère ainsi sa transition énergétique en visant à quadrupler sa production d'énergie propre. Actuellement, plus de 70% de notre production énergétique repose sur des centrales thermiques. Cette dépendance au combustible rend la production d'énergie extrêmement coûteuse. Elle pèse lourdement sur le budget de l'État et freine notre croissance. Elle limite notre capacité de production et réduit nos investissements publics tout en affectant le quotidien de la population. C'est pour ces raisons que ce projet, qui me tient particulièrement à cœur, marque un tournant historique pour Madagascar. Cette centrale hydroélectrique de 64 MW à Ran Mafan nous permettra de produire une énergie propre, durable et abordable. Elle contribuera à réduire notre dépendance en énergie fossile tout en préservant notre environnement. La production de la centrale sera déversée sur des réseaux interconnectés d'Antananarivo et représente 25% de l'ensemble des besoins de la capitale et de ses villes environnantes. Une fois qu'elle sera complètement opérationnelle, cette centrale permettra de résoudre une grande majorité des problèmes d'électricité. L'entreprise chinoise Sinohydro Power China, reconnue mondialement pour son expertise dans le secteur de l'énergie, est en charge de la construction de cette infrastructure d'envergure. L'un des aspects clés de ce projet est l'intention particulière accordée à l'environnement, notamment la protection des berges contre l'érosion et la préservation de l'écosystème. De plus, elle permettra de réduire de 160 000 tonnes les émissions de carbone liées à la production d'énergie pour Madagascar. Parlons à présent élections communales. La CENI sortira les résultats provisoires dans tous les 6 provinces de Madagascar entre le 20 et le 23 décembre prochain. Pour les SPATREC ou structures provinciales de traitement des résultats des élections communales d'Antananarivo, les résultats devront sortir demain, vendredi 20 décembre, vers 10h30 à la CENI à l'Arbi. Pour Mahazang et Ansran, les résultats provisoires des élections sortiront le 21 décembre 2024. Pour Fianarantsoa, Toamas et Touliar, les résultats provisoires sortiront le 23 décembre. Pour toutes les plaintes ou contestations, les candidats peuvent les déposer auprès du tribunal administratif. Le point avec Noura Nirlantou. Le vendredi 20 décembre 2024, à 10h30, seront proclamés les résultats provisoires des élections pour la province d'Antananarivo par la SPATREC, ou structure provinciale de traitement des résultats des élections communales, au siège de la Commission électorale nationale indépendante ou CENI à l'Arbi.
Les structures provinciales de traitement des résultats des élections communales au niveau des provinces de Madagascar sortira les résultats provisoires des élections communales le 21 décembre à 8 h et pour Antsranan le même jour à 13 h 30. Pour Fianarantsoa, la proclamation des résultats provisoires des élections communales se fera le 23 décembre 2024 vers 8 h 30, le même jour et même heure pour la province de Tuamasin. Pour Toliara, ce sera également le même jour, mais à 7 h 30. Selon ce calendrier, la CENI sortira les résultats provisoires dans toutes les 6 provinces de Madagascar le 20 au 23 décembre. Ce sera au tribunal administratif de proclamer les résultats officiels des élections. La CENI appelle ainsi tout un chacun à cesser toute forme de déstabilisation en cette période et d'attendre dans le calme les résultats officiels. Pour toute plainte ou contestation, les candidats peuvent les déposer auprès du tribunal administratif. Dans les actualités de ce jour également, le transport de fret barvois maritime entre Madagascar et les Comores reprend selon la décision prise en Conseil des ministres hier. Tout cela dans le respect des mesures sanitaires strictes afin d'éviter la propagation du choléra. Fin de Sénat Mireille nous en dit plus. Le transport de fret par voie maritime en provenance des Comores reprend dans le respect des mesures sanitaires strictes selon la décision prise hier en Conseil des ministres. Toutefois, les marins ne sont pas encore autorisés à débarquer. Les voyageurs en provenance des Comores, que ce soit par voie aérienne ou maritime, doivent également se soumettre à des mesures de chimioprophylaxie et se soumettre à une quarantaine de 15 jours. Les mesures de prévention et de contrôle de la circulation des marchandises en provenance des Comores ont dû être renforcées compte tenu de l'épidémie de choléra qui se propage encore à l'est et à la pointe de l'Afrique. Les autorités chargées des transports et de la sécurité des frontières recevront des orientations claires pour garantir la mise en œuvre de ces mesures. Et puisqu'on a parlé de frontières, la vigilance s'intensifie au sein des services de douane à l'approche des fêtes. Le directeur général des douanes a tenu une réunion avec les acteurs en charge de la sécurité des frontières mardi dernier. Cette rencontre a permis de renforcer les stratégies déjà mises en place. Ruth Christelle Rakout-Malal. La période des fêtes est souvent une opportunité pour les trafiquants de s'adonner à l'exportation illicite d'or et de ressources nationales. Face à cette situation, le directeur général des douanes, Lankana Zafana Ernest, a réuni tous les responsables de la sécurité des frontières, y compris ceux des régions. L'objectif principal était de garantir que les stratégies et les dispositifs de contrôle soient bien établis et opérationnels. Lors de cette réunion, il a été décidé de renforcer la coordination et l'engagement des responsables afin d'intensifier les contrôles, que ce soit au niveau maritime ou aérien. Tous les moyens disponibles seront mobilisés, notamment les chiens renifleurs dans les bureaux qui en disposent, ainsi que l'utilisation des caméras de surveillance. En outre, un partage constant d'informations entre les différents services sera maintenu pour améliorer l'efficacité des opérations douanières. Toujours dans cette page socio-économique, la maison de la diplomatie verte a été inaugurée hier à Apanginombi. Ce lieu est dédié à la préparation et la concertation sur toutes les actions liées à la protection des ressources naturelles. Parallèlement, une signature officielle a été réalisée pour l'accord de financement du programme FAMIJ d'un montant d'environ 175 milliards d'ariars. Ce fonds est destiné aux aires protégées ainsi qu'à la préservation des ressources naturelles terrestres et marines. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Annena Martina. Madagascar se trouve en première ligne face aux défis climatiques. Face à cette situation, le pays se dote d'un nouvel outil stratégique, la Maison de la diplomatie verte. Ce centre a pour objectif de consolider la position de Madagascar sur la scène internationale. D'inspiration et d'implication, on va le voir durant la visite, que ce soit pour les jeunes, les femmes et les hommes leaders de demain, savoir toutes les étapes par lesquelles sont passés Madagascar en termes de diplomatie verte est quelque chose d'important pour pouvoir bâtir notre stratégie à l'avenir. C'est aussi un espace de coopération internationale. Désormais, nous allons pouvoir tenir de nombreuses réunions avec les partenaires ou avec la plateforme de coordination du secteur environnement directement dans cette maison de la diplomatie verte. Cette maison nous servira aussi à renforcer nos positions
c'est un outil stratégique pour préparer les négociations internationales. Monsieur l'ambassadeur a parlé des 3 COP et je pense que cette année 2024 a été historique sur la participation de Madagascar aux 3 COP. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre Madagascar et l'Union européenne visant à construire un avenir harmonieux et durable. Par la même occasion, une signature de l'accord de financement du programme FAMINJ à hauteur de 175 milliards d'ariars a été signée. À travers le programme RINJ et le Fonds européen de développement, Madagascar bénéficie de plusieurs appuis institutionnels dans le secteur du développement rural. Et de ce fait, nous sommes plus aptes à coordonner les initiatives prises dans le domaine de l'agriculture Grand A. Et aujourd'hui, nous constatons encore une fois les résultats de l'initiative nationale imbriquée de la coopération internationale. Les travaux ont consisté à la construction d'un bâtiment R+1 moderne. Par ailleurs, des dotations en mobilier de bureau, en équipement audiovisuel dernier cri et en système anti-délestage ont été effectuées pour rendre aussitôt opérationnelles ces infrastructures. Autrement dit, les responsables pourront déjà commencer à travailler et à coordonner les activités dès aujourd'hui, sans même attendre le nouvel an. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance en tant qu'ordonnateur national du Fonds européen de développement pour votre engagement continu envers Madagascar. Et une fois de plus, le résultat de votre dévouement pour le pays est bel et bien réel, car nous disposons maintenant d'un nouvel espace pour concerter sur les projets en cours, mais également sur les programmations futures. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable véhicule toujours ce message pour inciter les citoyens à préserver l'environnement. Un seul arbre ne fait pas une forêt. Ensemble, agissons pour bâtir un avenir radieux pour les générations futures. Partant à présent vers le sud du pays, la région Anos y procède actuellement à la validation de la rectification de son schéma d'aménagement. L'objectif est d'établir ensemble une feuille de route pour le développement de la région d'Anos à travers la décentralisation selon les informations. La loi stipule également que la région doit disposer d'un schéma d'aménagement avant d'entreprendre des travaux de développement, a indiqué le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Anienne Martina nous en dit plus. La région Anos a déjà achevé son schéma régional de l'aménagement du territoire, ou SRAT, en 2012. Cependant, en raison de l'évolution et du développement, ce SRAT a dû subir des rectifications. Le schéma régional d'aménagement du territoire est un outil utilisé par la collectivité territoriale décentralisée permettant de coordonner toutes les activités de développement d'une région. À ce titre, cette rectification constitue une priorité et un enjeu important pour la région d'Anos. Le processus de rectification de ce schéma d'aménagement a déjà commencé et hier s'est tenu l'atelier de validation et de collecte de toutes les données sur le sujet. Un atelier qui a été organisé par le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire avec tous les acteurs et le gouvernorat de la région d'Anos. Ce travail est réalisé à travers le projet gouvernemental Mi-11 qui est financé par la Banque mondiale. Dans un tout autre sujet, parlant éducation, pour renforcer les efforts en faveur d'une éducation inclusive et de qualité à Madagascar, le plan sectoriel de l'éducation ou PSE 2018-2023 fait l'objet d'une revue de suivi à laquelle participent les 3 ministères en charge de l'éducation, de la formation et de l'enseignement, ainsi que les acteurs concernés. Ce bilan est d'une importance capitale dans la mesure où il permettra de faire le point sur les réalisations durant cette période et d'identifier les défis à relever afin de définir les priorités pour les années à venir. Reportage signé Obrassam Manan et Anzara Dinarville. Lors de la mise en œuvre du PSE, ou plan sectoriel de l'éducation durant 5 ans, soit de 2018 à 2023, les 3 ministères en charge de l'éducation, de la formation et de l'enseignement, les partenaires techniques et financiers, les syndicats et groupements d'enseignants, les établissements privés, les associations des parents d'élèves,
les représentants des apprenants, l'organisation des sociétés civiles nationales et internationales, les participants issus des autres départements ministériels, ainsi que la cellule de coordination sectorielle, ont travaillé ensemble pour renforcer les efforts en faveur d'une éducation inclusive et de qualité à Madagascar. Il s'agit d'une étape clé pour assurer une gestion transparente et efficace des ressources allouées au secteur éducatif, mais également une opportunité pour renforcer la synergie entre les différents acteurs. De nombreux projets ont été réalisés au cours de ces 5 dernières années de la mise en œuvre du PSE, notamment la construction et réhabilitation d'infrastructures éducatives, les formations des formateurs, l'augmentation du taux de scolarisation, les cantines scolaires et bien d'autres. De nombreuses tâches restent encore à réaliser pour la promotion d'une éducation de qualité dans le pays. Selon les informations, des décisions stratégiques concernant l'élaboration éventuelle des nouveaux plans de développement du secteur éducation, la mise en œuvre de la LOCEM et le déploiement du nouveau programme STG sont au menu de cet atelier de revue de suivi du PSE. Durant 2 jours, ce dialogue sectoriel inclusif, impliquant toutes les parties prenantes de l'éducation, offrira une opportunité pour dresser un bilan partagé de la situation du secteur, évaluer les avancées et identifier les défis. Parlant action sociale, des dizaines de maisons ont été brûlées et plus de 80 zébus volés suite à une attaque de Daal survenue à Bernoun, aux communes d'Amodjoumam, le 12 décembre dernier. Suite à l'appel à l'assistance lancé par le ministre coach de la région Bouéni, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le CIM ou syndicat de l'industrie de Madagascar, accompagné de ses partenaires, a répondu en offrant de nombreux matériels pour les sinistrés. Toujours un reportage de Oubrassa Manan et Anzara Dinavel. Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale des entreprises, le CIM ou syndicat des industries de Madagascar, avec l'appui de ses membres, s'est mobilisé pour répondre à l'appel à la solidarité lancé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre coach de la région Bouéni. Cette initiative fait suite à l'attaque de Daal survenue le 12 décembre dernier dans le Fouktan de Bernoun, commune Amodjoumam, ayant laissé des conséquences désastreuses, dont 13 maisons brûlées, 76 sinistrés, dont 52 enfants, et 86 zébus volés. Les membres du CIM ont collectivement apporté des produits essentiels issus de leur chaîne de production pour venir en aide aux familles touchées, dans des produits d'hygiène et d'entretien, des cartons de savon solide et en poudre, des lots de matelas, des packs d'articles domestiques en plastique, des ustensiles de cuisine et bien d'autres. La distribution de ces aides auprès des sinistrés à Bernoun, commune d'Amodjoumam, région de Bouéni, aura lieu samedi 21 décembre selon les informations. Parlons à présent jeunesse, outre les retombées dont les jeunes pourront bénéficier dans le secteur de l'entrepreneuriat, l'accueil de l'événement Youth Connect Summit 2025 apportera également des retombées économiques dans le secteur du tourisme Madagascar qui se dit déjà prêt à accueillir cet événement. Le point avec Felana Rakutersol. Après le Rwanda, Madagascar accueillera le sommet Youth Connect 2025. Madagascar est prêt et a fixé l'ordre du jour et les sujets qui seront discutés lors du sommet Youth Connect qui se tiendra en 2025, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il s'agit d'un événement qui encouragera les jeunes à faire des affaires, à développer et à promouvoir également le domaine de l'éducation dans notre pays. D'autre part, les partenaires des pays membres ont également exprimé leur volonté d'offrir 400 000 $ à Madagascar. Le Youth Connect Africa comprend à ce jour 37 pays membres. Dans les actualités internationales, le gouvernement français a déclaré hier l'état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Le président Emmanuel Macron qui est attendu aujourd'hui sur l'île. France 24. C'est un voyage au cœur de Mayotte ravagé. Aujourd'hui, nous avons pu nous rendre dans le centre de l'île, dans ces zones isolées que le cyclone a dévastées. Là, on roule depuis des kilomètres et c'est toujours le même paysage de désolation. Regardez, il n'y a pas un arbre qui a résisté au cyclone. Nous arrivons dans le village de Vaïbé. Il est aux 3/4 détruit. Il n'y a plus d'électricité, plus d'eau. Pour ces femmes des environs, cette rivière est désormais la seule ressource. On vient pour se laver, on vient pour laver les vêtements, même les assiettes, c'est ici qu'on les lave. Est-ce que vous allez pouvoir tenir longtemps ? Je crois pas, non. C'est très dur, c'est difficile.
Dans le ciel, des hélicoptères survolent parfois la zone. Mais les habitants nous indiquent qu'on ne leur a fourni ni nourriture, ni matériel. Leurs cases de fortune ne sont pas assurées. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. On s'est débrouillé tout seul jusqu'à aujourd'hui. Mais là, on n'en peut plus. Dans ces villages mahorais dévastés, combien de blessés, de morts ou de disparus? Cet homme que nous rencontrons dit avoir perdu son père et sa cousine. Ils ont été enterrés très rapidement, car la religion musulmane l'exige. Ces proches font-ils partie des 31 morts officiellement recensés, ou alors sont-ils ces disparus que la préfecture ne parvient pas à comptabiliser? Les autorités ont enregistré leur décès? Je ne saurais pas vous dire. Nous poursuivons notre route jusqu'à la côte ouest, Ikombani, alors qu'a lieu la première distribution de gaz depuis la catastrophe. Ces deux habitantes disent être coupées du monde depuis samedi et elles craignent que cela ne dure longtemps. De ce qu'on entend, on nous dit maximum 1 mois et demi, 2 mois, mais c'est la mort. On est bloqué au village. On est quasiment les premiers étrangers au village que vous voyez. Oui, exactement. Dans ces zones éloignées, l'impression d'avoir été oublié domine chez beaucoup de Mahorais. Le président élu Donald Trump s'est opposé mercredi à un accord budgétaire entre républicains et démocrates afin d'éviter la paralysie budgétaire ou shutdown de l'État qui pourrait avoir lieu dès vendredi soir. France 24. Donald Trump n'est pas encore revenu à la Maison-Blanche qu'il met déjà le pied dans l'engrenage de la machine fédérale. Le président élu s'est dit totalement opposé au projet d'extension du budget, pourtant proposé par le chef de son propre parti à la Chambre des représentants. Une trahison qu'il n'est pas prêt de pardonner. Il semble que la ridicule et extraordinairement coûteuse résolution de prolongation, PLUS, soit en train de mourir rapidement. C'est un piège méchant mis en place par les démocrates de gauche radicale. Négocié avec les démocrates, ce projet de budget permettait de financer l'État fédéral jusqu'à la mi-mars et comprenait 10 milliards de dollars d'aide aux agriculteurs américains et plus de 100 milliards de dollars d'aide contre les catastrophes naturelles à la demande de l'administration Biden. Des dépenses jugées démesurées par les élus trumpistes, partisans d'une réduction drastique des dépenses de l'État. Un non-sens pour les élus démocrates. Les républicains de la Chambre des représentants viennent de décider unilatéralement de rompre l'accord bipartisan qu'ils avaient eux-mêmes négocié. Certains dénoncent aussi l'influence d'Elon Musk, ami et désormais membre de l'administration du nouveau président, dont le rôle est de couper et d'optimiser les dépenses fédérales. Ce soir, Donald Trump et les élus républicains ont courbé l'échine devant le véritable président élu, Elon Musk. Sans accord avant l'heure fatidique de vendredi soir minuit, le pays plongera dans une paralysie partielle avec la fermeture de nombreux services fédéraux. Un nouveau projet de loi à alléger de nombreuses dépenses devrait être rapidement présenté au Congrès par les républicains, à la condition, selon Donald Trump, que le texte soit accompagné d'un relèvement du montant maximum d'endettement. En Syrie, les Casques Blancs, une organisation de secouristes syriens, a lancé hier, mercredi 18 décembre, la découverte de corps et ossements dans un entrepôt en banlieue de Damas où de telles découvertes se multiplient, après la chute de Bachar al-Assad. France 24. Les voisins se plaignaient d'une odeur pestilentielle. Mais en entrant dans ce qui était censé être un lieu de stockage de matériel médical, les casques blancs syriens ne s'attendaient pas à faire une si macabre découverte. Des dizaines de corps en décomposition, entassés dans une chambre froide, certains morts depuis plus d'1 an et demi. Ce site était utilisé par les milices irakiennes pro-Iran. Il y avait une cuisine improvisée ici et une morgue. Les citoyens syriens ne pouvaient pas venir ici. Nous recevons plusieurs rapports de fosses communes et de corps non identifiés dans des fermes, dans des sites officiels de l'Ancien Régime, comme dans des sites non officiels où des corps ont pu être enterrés. Damas est devenu un charnier. Les casques blancs prélèvent des échantillons ADN pour établir l'identité des victimes et prévenir les familles. Cette banlieue sud de Damas était un fief du Hezbollah et de milices irakiennes soutenues par l'Iran avant la chute du régime. Depuis, de nombreux charniers ont été découverts dans le pays.
Le sort de dizaines de milliers de prisonniers et de personnes disparues constitue l'un des aspects les plus saisissants du conflit syrien qui a fait plus de 500 000 morts et dit tout de la brutalité et de la cruauté de l'ancien régime Assad. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre fidélité. Très bon site de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.